Au cœur de la dernière forêt primaire de Madagascar, le petit village de Tenra. Un lieu isolé qui vit généralement en autarcie. Mais quelques aventuriers locaux risquent leur vie dans des opérations illégales de contrebande. Dans les profondeurs de la jungle, ils sont à la recherche d'arbres rares et précieux, dont l'exploitation est interdite, comme le bois de rose. Ça va être une grande aventure. Ce sera très difficile, il faut bien se préparer. C'est épuisant. On doit traverser la rivière, escalader des rochers et marcher en forêt. N'oubliez pas la nourriture. Sans elle, on ne pourra pas survivre dans la forêt. Préparez bien vos bagages, les gars. À 39 ans, Robert fait partie des quelques villageois qui un jour ont eu un vrai emploi. Il était garde forestier et protégeait la forêt des contrebandiers. Mais il y a 4 ans, il a été renvoyé. Alors il est devenu braconnier. Il trafique désormais du bois de rose. Un arbre très prisé par les Chinois. Quand on a entendu dire que le bois de rose se vendait bien, à un bon prix, on s'est mis à en couper pour pouvoir gagner notre vie. 9 jours de marche les attendent, pendant lesquels ils vont devoir jouer au chat et à la souris avec la police. Le bois de rose est tellement recherché qu'il est pratiquement en voie d'extinction. Son exploitation est d'ailleurs interdite depuis près de 15 ans. Allez, on met le turbo, les gars. Tout mon corps travaille, les bras comme les jambes. Ça demande beaucoup d'énergie. Allez, poussez plus fort, poussez! Ce petit groupe n'est pas le seul à rechercher l'arbre rare. Cette route est dangereuse. Il y a des attaques de voyageurs. Il peut s'y passer n'importe quoi, mais c'est le seul passage. Les autorités locales n'ont jamais voulu construire une route pour les voitures. Elles voulaient empêcher le trafic du bois de rose de se développer. Faites attention. Chaque homme porte entre 40 et 50 kilos sur ses épaules. Après 2 jours de marche harassante, le groupe croise d'autres trafiquants. Robert est inquiet. Il a peur qu'ils aient coupé les derniers arbres du coin. Tu penses que nous allons encore trouver du bois de rose? J'en suis sûr. C'est à nous de nous mettre au boulot. On sait tous que c'est illégal, que c'est du vol, mais il faut bien que l'on gagne notre vie. Ici, tout coûte cher. Envoyer les enfants à l'école, les nourrir, payer des médicaments. Demain, ils espèrent bien trouver un arbre gigantesque de cette essence précieuse. Après 6 jours au cœur de la forêt, Robert et ses hommes ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient.
S'ils parviennent à dégager cet arbre, ils pourront gagner assez d'argent pour les 4 ou 6 mois suivants. Un tronc peut rapporter jusqu'à 4 000 €. On va le faire tomber dans quelle direction? Par là? Il y a beaucoup d'arbres ici. Ça va être compliqué. Mais on va faire comme ça. Il faut 100 ans à ces arbres rares pour atteindre leur taille adulte. En observant bien cet arbre, je peux dire qu'il a entre 50 et 60 ans. Au cœur de l'arbre, on tombe sur la partie rose. Si on arrive vite sur le rose, ça veut dire que l'arbre est bon. Encore quelques coups de hache. Bon, on a un petit souci. Il n'est pas tombé. Il est coincé dans les branches des autres arbres. Il faut trouver un moyen de le dégager. On estime que pour 100 000 arbres précieux abattus, 500 000 autres sont sacrifiés. Nous, on veut juste cet arbre de bois de rose. Mais pour cela, on doit en abattre une dizaine, voire une vingtaine en plus. Tous ceux qu'il coince. La tâche est énorme. Robert décide alors de changer de tactique. On va couper le tronc à cette hauteur, comme ça l'autre partie va tomber toute seule. La taille est haute. Les coups de hache moins précis. L'argent que représente ce tronc a maintenant un goût de sueur. Allez, on se relaie. Il faut s'entraider. Ça va prendre pas mal de temps. Pendant des heures, les hommes se relaient. La chaleur est étouffante, quand tout à coup, la hache bricolée cède. La lame a glissé le long du manche et a tapé fort mes doigts. J'ai mal, mais ça va aller. Parfois, la lame sort du manche et tape la tête ou les jambes. Si on se blesse gravement, on n'a pas de médicaments ou de pansement. On se soigne avec la résine du bois de rose, que l'on passe sur la plaie, puis on la panse avec l'écorce. Merci au bois de rose. Après 4 heures d'effort, la première partie cède. Mais le sommet de l'arbre reste toujours coincé. Au bout de 6 heures, Robert décide d'abandonner. Sans le reste du tronc, ils ne gagneront pas assez d'argent. Allez, c'est fini, on remballe. Leur rêve d'argent reste à terre. Ils vont devoir repartir à la chasse au bois de rose, autant dire la quête du Graal, tellement l'arbre est devenu rare. Après 10 jours de recherche, Robert et ses hommes n'ont trouvé aucun arbre de bois de rose. Ou alors pas assez gros. À court de vivres, ils sont obligés de rentrer. Mais pas les mains vides. Il y a quelques mois, l'armée avait donné la chasse aux contrebandiers. Et dans leur fuite, ils avaient dû dissimuler un tronc. Nous allons chercher un tronc de bois de rose que nous avons caché dans la forêt. Le bois est déjà prêt, nous les avons abattus il y a quelque temps. Cette grume de bois va leur permettre de vivre pendant plusieurs mois. Nous sommes venus nombreux pour le sortir de là, parce qu'il est assez gros. Le tronc pèse près de 400 kilos. Il faut 2 personnes de chaque côté, un au milieu et un autre derrière.
Ajustez vos cordes, on doit être bien en parallèle, sinon le bois bouge dans tous les sens. Je n'ai pas envie que le tronc me fasse tomber. Moi, je le laisse filer. Ils vont le traîner sur 30 km jusqu'à la rivière. Un des risques de cette descente infernale, que la corde s'enroule autour de leurs jambes quand ils la lâchent. Attention, le tronc a failli m'écraser. Tu as lâché la corde trop tôt. Dans la descente, on peut recevoir le tronc en pleine figure. Et avec la vitesse, c'est la mort assurée. C'est arrivé à un copain. Il a été touché dans le dos et malheureusement, il est mort. En cas de décès, on veille le mort au camp. Puis on plie le cadavre en deux pour le faire rentrer dans un sac de riz et on le ramène au village. Les gars, n'allez pas trop vite. Il faut 2 personnes, une de chaque côté. Impossible de savoir combien d'hommes meurent chaque année en allant couper du bois précieux. Selon Robert, il y aurait 3 accidents mortels par an. Sur cette partie, nous devons porter le bois dans l'eau. C'est compliqué parce qu'à certains endroits, la rivière est profonde. Si le bois se coince dans les rochers, c'est épuisant de l'en sortir. Les gars doivent plonger pour le décoincer, c'est très difficile. Ah, je vous jure les gars, il faudrait connaître une formule magique pour porter ce tronc. Cette chute d'eau marque la fin de la montagne. Les hommes sont arrivés au tiers de leur parcours. C'est gagné, on est toujours en vie. Épuisés, ils vont passer la nuit ici, sans même pouvoir enfiler de vêtements secs. Tous endurent beaucoup de souffrances, pour la même raison. C'est très dur physiquement. Mais quand je pense à l'argent, ça me motive. Les autres boulots dans la région ne payent pas autant. Malgré une nuit passée dans l'humidité, Robert et ses hommes n'ont rien perdu de leur vaillance. Il leur a fallu 30 heures d'effort pour atteindre ce bras de rivière. Mais leur voyage est loin d'être terminé. Pour survivre, d'autres prennent davantage de risques. Madagascar regorge de richesses. Épices, vanille, bois tropical, pierres précieuses, tous ces trésors font rêver. Ils ne sont exploités que depuis une dizaine d'années. Certains y ont trouvé fortune, d'autres la misère, et parfois la mort. Pour les saphirs, il faut surtout de la chance. Les mines se trouvent dans le sud de l'île, à Iliaka, une région désertique arrosée par une rivière boueuse. En la traversant, notre chauffeur s'est fait surprendre par le relief. Il faut qu'on sorte de là parce que si jamais
Il continue à pleuvoir, c'est sûr que la voiture va être engoutée sous l'eau. Mais sous l'eau, sans visibilité, impossible de savoir où accrocher le câble. Ensoa, la ville minière, a vu le jour en quelques mois. Attirée par l'argent facile, plus de 10 000 personnes s'y entassent dans la plus grande pauvreté. La plupart des saphirs se vendent seulement quelques euros. Mais une grosse pierre peut rapporter plus de 5 000 euros, soit 40 fois le salaire de base sur l'île. Des sommes énormes qui ne restent jamais très longtemps dans la poche des mineurs. Paco et Massi sont frères. Il y a 3 ans, ils étaient encore paysans. Ils ont quitté leur vie de misère dans l'espoir d'acheter ensemble une petite maison. Mais pour l'instant, leur seule fortune se résume à cette cabane. Les deux familles se partagent 5 mètres carrés. À l'intérieur, ils vivent à 7. On a mis ce rideau, comme ça chaque famille a son intimité. On n'a pas de lit, on n'a qu'une seule marmite, un seul bol, une seule soupière, une seule cuvette. Et ça, c'est le seul drap que nous avons pour tout le monde. On n'a pas un sou. Son salaire ne suffit pas. Parfois, il n'est même pas payé. Mais on ne partira pas tant que Dieu ne nous aura pas donné un gros saphir. Les deux frères sont employés dans une mine. Leur patron leur paye moins de 2 euros par jour. S'ils trouvent une pierre, ils reçoivent un pourcentage sur la vente. On commence à travailler dès 7 h du matin. On fait une pause vers 14 h. Mais chaque jour, on doit sortir au moins 25 sacs de sable. Parfois, on creuse jusqu'à minuit. Et quand on rentre à la maison, on s'écroule, épuisé. Les Malgaches racontent que l'enfer se trouve au plus profond des entrailles de la terre. Pour ces hommes, il se situe à moins 30 mètres. Au fond du puits, les mineurs rampent dans des galeries confinées hautes de 60 cm à peine. Allez, vas-y, creuse, creuse encore. Il y a beaucoup de morts dans les mines. Ce travail est épuisant, très dangereux. Un grand nombre d'entre nous meurent dans l'effondrement de leur galerie, mais aussi par manque d'air. Ça commence à devenir pénible ici. À 30 mètres sous terre, l'oxygène se fait rare. Aucun patron de mine n'a les moyens de se payer une machine à ventiler. Pour avoir de l'air frais, les mineurs ont dû jouer d'ingéniosité. Le système est archaïque, mais il fonctionne. Et surtout, il ne coûte presque rien. Problème, dans cette mine, le tube mesure à peine 24 mètres de long. Il n'atteint pas la galerie où travaillent les mineurs. Qu'est-ce qui se passe avec le tuyau d'air? Il fait chaud ici. Beaucoup trop chaud. C'est dur de travailler comme ça. J'ai soif.
Hé là-haut! Envoyez-nous de l'eau! C'est le dernier sac? Oui, vas-y, tire. Ce dernier chargement a bien failli leur coûter la vie. Attention, ça s'écroule. Tu vas nous tuer. Il faut vite consolider avec ces morceaux de bois. Une vie de danger pour moins de 2 € par jour. Dernière étape pour Robert et ses hommes, et c'est peut-être la plus dangereuse. La descente des rapides. Le tronc est attaché à des chambres à air. 2 hommes dirigent ce radeau de fortune. Si l'un d'eux tombe à l'eau, 400 kilos de bois de rose leur tombent dessus. Le pilote, c'est Jeannot. Moi, je suis un pro. Je connais la rivière par cœur. Je ne la crains pas. La force du courant a tué plus d'un transporteur de bois, mais moi, j'ai un don inné. Je maîtrise la nature. C'est ma spécialité de descendre les rapides sur des chambres à air. Je suis expert en transport pneumatique. Le radeau est quasiment incontrôlable. Un rocher a brisé sa perche. Il va devoir ralentir sa descente avec les mains. Quand les eaux se calment, Jeannot se cherche un nouveau gouvernail. Il faut que je reste concentré sur mon objectif. Je dois livrer le chargement. La descente a duré 5 heures. Maintenant, ce sont d'autres hommes qui vont convoyer le bois jusqu'à la mer. Une fois le tronc glissé au fond de cette pirogue, ils n'ont plus qu'à le cacher. On installe nos bagages dessus. Comme ça, personne ne voit ce que l'on transporte. Il ne faut surtout pas se faire prendre par la police. Ce commerce met en péril les forêts malgaches. Le gouvernement lutte contre les trafiquants avec des moyens dérisoires. Dernièrement, 3000 rondins de bois de rose ont été saisis dans la région. Jour et nuit à Cotonou, c'est le même concert. Le bruit assourdissant des centaines de vieilles motos pétaradant à travers la ville. Au Bénin, la moto est reine. On l'utilise pour transporter tout et n'importe quoi, y compris du carburant. Pour quelques euros, ces 2 roues peuvent supporter jusqu'à 700 litres d'essence. Ça arrive qu'il y ait des accidents.
Et quand on tombe, l'essence se renverse partout et tout prend feu. Ces motards téméraires véhiculent de l'essence de contrebande vendue dans des stations-service de fortune. Il y en a des milliers, éparpillés à travers tout le pays. Leur prix défie toute concurrence, surtout quand on les compare à ceux des stations officielles. Un manque à gagner de 20 millions d'euros pour le gouvernement béninois. Mais celui-ci ferme les yeux, puisque ce commerce illégal fait vivre un quart de la population. Le gouvernement aimerait bien faire disparaître nos commerces. Mais c'est impossible. Beaucoup trop de gens se retrouveraient au chômage. Trop de familles vivent du trafic d'essence. Mais avant que ce carburant clandestin n'arrive dans les rues de Cotonou, des hommes vont mourir, des trafiquants se remplir les poches et la campagne se polluer chaque jour davantage. Le Nigeria voisin est un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Chaque jour, des milliers de litres d'essence sont dérobés des raffineries et introduits en contrebande à travers la frontière entre le Bénin et le Nigeria. L'essence nigériane est d'excellente qualité et elle attire les grandes compagnies pétrolières, mais aussi les gangs de voleurs qui pillent en pleine nuit les oléoducs. Pour échapper à la police, les bandits cachent leurs raffineries illégales au plus épais de la mangrove, cette forêt marine impénétrable. Notre bateau se dirige vers la fumée noire qui trahit la présence d'un campement. Et il y en a des centaines de ce type, nichés dans ce labyrinthe d'eau. Nous embarquons avec un des gangs, mais notre guide s'inquiète tout de suite de la présence de nos caméras. C'est un endroit dangereux et top secret, et les bandits n'aiment pas qu'on s'en approche. Notre matériel est très vite repéré. Éteins ta caméra, on va aller discuter avec eux. Coupe s'il te plaît. No, it's off. So can you go come to see people here? Come to see people now. Turn that boat. No, you don't do bunkering. Turn that boat. I said turn that boat. Okay, I understand with you. This boat go turn here. You understand with somebody? No, say go just go the first me say now where you be go the first. This boat go turn here. What do you know? Go see you chairman. Relax, stay your place. You go talk say as a CEO. My community. Jasper, man, no, to make you up and now, I beg. You go slap your leg like a boy. Ils sont agressifs parce qu'ils ont peur pour leur business. C'est le meilleur moyen de faire de l'argent dans la région. Si leurs raffineries sont découvertes, ce sera foutu. Et ça, personne n'y tient. Nous faisons demi-tour, escortés jusqu'au village voisin par les bandits qui veulent s'assurer que nous quittons bien leur territoire. Il y a quelques années, le village de Bolo n'était peuplé que de fermiers. Mais quand la course à l'or noir a commencé, ils ont rapidement abandonné les champs pour la contrebande. L'argent a afflué, des palets de béton ont remplacé les petites cabanes en bois et les rues ont été goudronnées. Cet homme, Belma, a été trafiquant de pétrole pendant presque 5 ans. Environ 60% des gens qui habitent ici font du trafic d'essence. Belma accepte finalement de nous faire visiter sa raffinerie clandestine. Mais cette fois, nous ferons le trajet de nuit pour éviter d'être repérés. Éteins ta lumière, s'il te plaît. Oui, ça l'éblouit. Il ne peut pas voir sa route. Les feux que vous voyez là-bas proviennent des raffineries clandestines. Beaucoup de gens travaillent la nuit. Au bout d'une demi-heure, la raffinerie est en vue.
Et là, c'est une scène digne d'un film d'apocalypse. Il y règne une odeur de pétrole brûlé. Le brut est volé aux grandes compagnies pétrolières, puis raffiné à l'ancienne, une méthode qui a fait ses preuves. Dans ces bidons, on met du pétrole brut. Puis on allume un feu, arrosé d'un peu d'essence. La transformation commence alors. Le pétrole va devenir de l'essence, du gasoil ou encore du kérosène. Le même principe que pour un alambic. L'huile est chauffée pendant 6 heures et la vapeur passe à travers des fûts avant d'être refroidie. Ici, on met de l'eau bien fraîche pour refroidir les vapeurs brûlantes. L'eau devient chaude, très chaude. Une fois refroidie, les vapeurs reprennent une forme liquide. Et cette condensation se transforme en essence. Regardez, ça sort en petites gouttes. Il faut faire attention, c'est vraiment dangereux. Regardez, ces petites gouttes, c'est de l'essence. Du tuyau sort aussi un gaz. Il est extrêmement dangereux. À tout moment, il peut s'enflammer. À la moindre étincelle, tout explose. Il faut faire super attention. Et voilà ce que l'on obtient à la fin de la journée. De l'essence. Voilà le produit final. C'est ce que l'on vend aux contrebandiers dans de gros barils. Pour protéger ce trésor, la raffinerie est gardée jour et nuit par des hommes plutôt bien payés. 15 € de l'heure, 3 fois le salaire moyen au Nigeria. Ce matin, on est tous au chômage technique, car le convoi qui doit nous livrer le pétrole est bloqué par la marée basse. Quand l'eau remontera, les bateaux-citernes pourront nous livrer. Nous sommes arrivés protégés par la nuit. Pourtant, les autres contrebandiers n'ont pas tardé à nous repérer. We are coming, the white man, we are coming to collect our own riches, the homage, the land here, you are staying. This is my father's land. Who can I come? Who can I come? Who can I come? Who can I come? Where go snap me? Where can me go? Amigo, where he go pay? I say he go pay me, where snap me? Pay for waiting. Where he go pay me? This is my land. This is my land. I don't come for anything. But I need money. White man don't do anything. They don't work. They don't work. They don't work. Man, I live there. They don't work. They don't work. No, they don't work. Okay, Ils veulent de l'argent parce que vous les avez filmés. Une fois encore, il est temps de déguerpir. L'armée nigériane a bien essayé de mettre un terme au trafic. Mais il y a beaucoup trop de contrebandiers. La tâche est impossible et la mangrove est aussi grande qu'un département français. Ici, nous sommes au cœur de la mangrove. C'est vraiment une cachette idéale pour notre business. L'endroit est inhospitalier et les militaires ont du mal à nous poursuivre dans ces petits canaux. Les méandres du fleuve nous protègent. C'est difficile pour le gouvernement de nous y déloger. Vous avez toujours l'impression de perdre votre chemin.
de tomber dans un cul-de-sac. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne connaissez pas la route, ni les cours d'eau, vous vous perdez tout simplement. C'est pour ça qu'on fait notre business ici. Même sous les menaces des contrebandiers, nous poursuivons notre enquête. Ces hommes nous autorisent à les suivre. Ils s'apprêtent à voler du pétrole dans une des grosses raffineries. Sur le chemin, tout autour de nous, les nappes de brut ont obscurci les eaux. La pollution a aussi vidé le delta de sa population. Il n'y a plus d'agriculteurs ni de pêcheurs. Nous croisons pourtant des habitants qui s'accrochent. À un détail près, ils ont troqué leurs filets contre des seaux. Ils sont devenus pêcheurs de sable. Un travail harassant. Pour remplir une barque, il faut plonger plus de 100 fois dans cette eau froide pour ne remonter que quelques kilos à chaque immersion. Depuis que le poisson se fait rare, Daniel revend son sable aux cimenteries pour à peine 150 € par mois. Avant, je gagnais bien ma vie. Ces eaux étaient très poissonneuses. Puis la pollution est arrivée et le poisson s'est fait rare. Sur la fin, je ne gagnais même plus 2 € par jour. Alors, comme il n'y avait plus de travail, j'ai décidé de faire ce boulot pour gagner mon pain quotidien. Daniel est pêcheur de sable depuis 15 ans. Il aurait pu tripler son salaire en travaillant dans une raffinerie clandestine, mais il a toujours refusé. Je suis intelligent et je suis costaud. Alors je ne vais pas me compromettre dans des activités illégales à cause de la mauvaise situation de mon pays. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire ce métier. Le rêve de ma vie, c'est qu'un jour, Dieu fasse que les choses s'arrangent pour nous. Parce qu'ici, on souffre trop. Le soir tombe. Nous sommes toujours avec les contrebandiers du brut. L'opération qu'ils projettent est dangereuse et illégale. Les contrebandiers refusent toujours de nous donner la destination. Nous n'avons aucune idée de là où ils nous emmènent. La nuit, on risque notre vie. Certains pilotes de bateaux ne connaissent pas assez bien la route. Et sans lumière, on risque toujours de percuter un arbre ou bien quelque chose. Et là, c'est la mort assurée. L'autre menace vient des patrouilles militaires. Mais heureusement, les soldats sont faciles à soudoyer, grâce à quelques billets. On est obligé de donner un bakchich. Si on ne paye pas les militaires, ils ne nous laissent pas tranquilles. On n'est pas en sécurité. Si on ne les paye pas, ils viennent et ils nous arrêtent et nous jettent en prison. L'oléoduc qui alimente la raffinerie voisine passe sur le terrain de cet homme. Grâce à une dérivation, il détourne secrètement une partie du brut. Il le revend ensuite aux contrebandiers de la zone. Le terrain appartient à cet homme. Donc le pipeline qui passe dessus lui appartient aussi. C'est comme ça.
La dérivation est par ici. Il faut suivre le tuyau pour la trouver. On va pouvoir remplir nos barques de brut. Vous voyez, là, ils ont fixé le tuyau sur la dérivation. Vous avez vu la pression? Elle a failli le faire tomber. Voilà, c'est du pétrole brut qui sort de ce tuyau. C'est ce qu'on est venu acheter. La plupart des trafiquants n'ont pas de citerne. Alors, pour transporter le pétrole, ils remplissent leurs barques à ras-bord. Avant, c'était des bateaux de pêcheurs. Maintenant, ils servent à transporter du pétrole. Il leur faut moins de 10 minutes pour remplir au bas mot 5000 litres. Une véritable bombe flottante. Par précaution, cette barque va rentrer à la rame, escortée de près par le chef des contrebandiers. Belma vend de plus en plus d'essence. Il lui faut maintenant de grosses quantités de brut. Pour cela, il a fait construire cette énorme barge. Mais elle est tellement lourde qu'il lui faut 3 jours pour la tracter jusqu'à son campement. Cette barge contient environ 100 000 litres de pétrole. C'est une très grosse quantité pour nous. Avec une jauge de près d'1 tonne, la barge est rapidement mise à l'épreuve par le courant. Ne fume pas, s'il te plaît. Il est fou, il est en train de fumer sur la barge. Tous les mois, les raffineries de contrebande prélèvent l'équivalent de 4 camions-citernes. Je pense que dans 2 heures, on aura fini de pomper. Et on stocke le pétrole dans cette cuve. Une fois stocké, le raffinage peut commencer. Cette essence est déjà vendue. J'attends le bateau du contrebandier qui va la transporter jusqu'à Cotonou, au Bénin. L'essence va maintenant parcourir plus de 600 km pour rejoindre la frontière. Nous sommes quelque part entre le Nigeria et le Bénin. Dans ce no man's land, les trafiquants ont monté un port clandestin qui tourne à plein régime. Le business est si bien organisé qu'il y a même un responsable pour les arrivages
et les problèmes avec les autorités. Il perçoit une commission sur chaque bidon débarqué. Et une partie de l'argent sert à acheter le silence des douaniers. Ici au Bénin, il y a beaucoup d'essence qui arrive du Nigeria, en passant par des ports clandestins comme celui-ci. Je n'en connais pas la quantité exacte, mais je pense qu'il y a au moins l'équivalent de 1000 camions-citernes par jour. Oui. Impossible de connaître l'ampleur de ce trafic. Mais le long de cette frontière, l'activité ne s'arrête jamais. Antoine travaille pour le compte d'un trafiquant. Tous les jours, il vient récupérer ses bidons d'essence. Sa petite moto n'est pas assez puissante pour monter la colline du port avec tout son chargement. Il est donc obligé de faire 2 voyages. Ce boulot, personne ne me l'a appris. J'ai dû improviser. Pour éviter que les bidons touchent le pot d'échappement et qu'ils explosent, je suis obligé d'aspirer l'air à l'intérieur pour les rendre le plus fins possible. Sur sa moto, il peut charger 14 jerrycans, soit 700 litres de carburant. L'équilibre tient du miracle. Je prends les petits chemins de terre pour éviter les douaniers. Comme ça, je peux arriver sur cette grande route sans les avoir rencontrés. Pour Antoine, le salaire de la peur, c'est 5 € par jour. Ce n'est rien comparé au risque qu'il prend à chaque trajet. Une fois, je suis tombé et ma moto a pris feu. Heureusement, je n'ai pas été blessé. Antoine fait partie des chanceux. D'habitude, si un accident se produit avec une telle quantité de carburant, les chauffeurs s'enflamment à coup sûr. Chaque année, une dizaine de motards meurent immolés sur ces routes. Après 30 km de chemin de terre, Antoine et son chargement arrivent enfin à destination. Ce petit trafic ne représente qu'une infime partie d'un système qui pollue et détruit le delta du Niger depuis 50 ans. Les grandes compagnies pétrolières sont tout autant responsables. Le désastre écologique causé par le brut risque de continuer encore de longues années.